Retour sur le plateau de CML Matin, fidèle au poste où l'on accueille à présent le docteur Jean-Jacques Charbonnier, auteur du livre Les preuves scientifiques d'une vie après la vie aux éditions Exergue. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes anesthésiste réanimateur. Ce livre est en quelque sorte un condensé à la fois de vos expériences professionnelles et de vos recherches personnelles. Alors initialement, première question, pourquoi ce livre? Pourquoi avoir besoin de preuves justement pour étayer vos théories? Pourquoi ce livre? Parce qu'il n'existait pas. Voilà. Ça, c'est une bonne réponse déjà. Les preuves scientifiques sont là. On a maintenant des preuves scientifiques médicales. La médecine est une science. Et on a la preuve que lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, c'est-à-dire la définition actuelle de la mort clinique, eh bien les gens étaient capables d'avoir une perception, une cognition, ils étaient capables de voir ce qui se passait autour d'eux, ils étaient capables d'appréhender même ce qui se passait à distance de leur corps physique, au moment même où leur cerveau ne fonctionne plus. Donc, à moins d'être complètement bouché, eh bien, on a là la preuve que l'après-vie existe, qu'il existe une forme de vie et de conscience après la mort. Donc, c'est tout à fait révolutionnaire. C'est quelque chose qui va bouleverser tout, si vous voulez, mais on n'arrive pas à communiquer là-dessus parce que c'est tellement bouleversant pour tout le monde que j'ai beaucoup de mal à communiquer, en particulier dans des émissions en direct. Parce que je fais relativement beaucoup de télé, j'ai fait TF1, vous le dites dans votre livre, vous êtes obligé de faire des phrases courtes. Non, je vous coupe pas, mais c'est pour dire justement, pour éviter qu'au montage, vos propos ne soient... Oui, parce que ça dérange, si vous voulez, ça dérange nos sociétés occidentales qui sont basées essentiellement sur le matériel. On est dans une société où il faut produire, où il faut travailler plus pour gagner plus. Enfin bon, je ne veux pas faire de politique, mais on est dans cette logique-là, avec au-dessus le tabou de la mort qui plane. Et ce tabou de la mort, on en a besoin dans une société qui fonctionne comme ça parce qu'il n'y a pas cette dimension spirituelle, si vous voulez, qui éloigne tout ça. Donc on est dans une société de peur, on est dans une société où on ne peut pas parler de ces choses-là, du spirituel, parce que c'est contre nature, c'est contre la nature même du monde occidental. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Il y a beaucoup de témoignages dans ce livre. Il y a mon ami Jean Morzel qui a écrit lui aussi un livre qui s'appelle Tout commence après, publié aux éditions CLC, qui lui donc a vécu une expérience pendant une période de coma, pendant une anesthésie en particulier. Il est sorti de son corps, il a pu traverser les murs, il a pu décrire une plaque qui était située sous la table d'opération, et tout ceci a pu être vérifié. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, on est capable de sortir de son corps. Ça semble ahurissant, c'est un petit peu farfelu de raconter ça actuellement. Mais pourtant, les preuves sont là, et ce sont des preuves scientifiques, ce sont des preuves médicales. Les gens, donc, avec une activité cérébrale nulle, sont capables d'avoir une perception. Et ça, bon... La question qu'on peut se poser, donc c'est ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, la Near Death Experience en anglais, c'est cela? Oui. La question qu'on peut se poser, c'est, dans les témoignages, ils sont relativement concordants. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a ce socle commun de culture qui dit, même si on a perdu de la spiritualité, on baigne quand même en France dans la culture judéo-chrétienne, donc ce qu'on appelle ce tunnel, cette lumière blanche, tout ça, on peut l'expliquer aussi par ce socle commun. Je me fais l'avocat des rationalistes, justement. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Il y a un tas d'invariants. On a tout un système d'éléments récurrents. Dans les témoignages qui ne changent pas, des choses qui ne changent pas. Mais imprégné d'une certaine culture quand même. C'est un petit peu comme si vous preniez un russe, un anglais, un français, un esquimau, et puis que vous l'envoyez en Espagne. Bon, ils vont avoir un discours différent, mais on verra bien au bout du compte qu'ils sont allés en Espagne. Bon, mais là c'est un petit peu la même chose. Ils sont allés de l'autre côté, parce qu'on ne peut plus dire maintenant qu'on ne sait plus ce qui se passe après la vie, au moment de la mort, puisque ces gens sont véritablement morts quand même. Ils ont été en état de mort clinique, avec un cerveau qui ne fonctionnait plus. C'est la scientifique qui parle, c'est la définition de la mort, c'est quoi la définition scientifique? C'est une définition qui varie en fonction des limites de nos possibilités de réanimation. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, qu'on n'avait pas les mêmes C'était l'arrêt cardiaque, enfin voilà. Peut-être pas il y a 20 ans, parce qu'on arrivait à 40 ans, mettons, voilà. Maintenant c'est, il faut que le cerveau s'arrête de fonctionner pendant tant de minutes, je dis n'importe quoi. Oui, c'est ça, vous avez raison, il faut... pour déclarer quelqu'un décédé en réanimation, par exemple, c'est-à-dire pour le débrancher d'un respirateur, pour pouvoir lui prélever ses organes, il faut qu'il y ait au moins 2 électroencéphalogrammes plats à 4 heures d'intervalle pendant 20 minutes, en dehors des conditions de narcose, c'est-à-dire de produits qu'on a injectés au patient pour le faire dormir, ou en dehors des conditions d'hypothermie. Bon, là, ça correspond aux limites actuelles de nos possibilités de réanimation. Donc, partant de là, les témoignages que vous avez d'expérience de mort imminente
sont dans ce cadre, c'est-à-dire qu'ils étaient déclarés cliniquement morts, les personnes. Non, ils n'étaient pas, si vous voulez, dans cet état-là de prélèvement d'organes. Ils étaient dans un état où le cerveau ne fonctionnait plus, donc ils étaient dans un état de mort clinique. D'accord. Et rien ne dit qu'un jour, on arrivera à réanimer, vraisemblablement, on arrivera à les réanimer, ces cerveaux qui sont dans ces états-là. Un jour, dans 10 ans... Mais on n'a pas d'explication du fait que le cerveau est censé être arrêté, et pourtant ils ont cette expérience-là, ils la décrivent au retour. Parce que si vous voulez, les matérialistes, ils disent quoi? Ils essayent de trouver toutes les clés au niveau de la matière cérébrale. Hein. Ils disent que le cerveau est l'explication de la conscience. Vous dites, faites le petit pas de côté, le pas spirituel. Ben, non, moi je dis, le cerveau ne fonctionnant plus, on est capable d'avoir une conscience, et ô combien plus performante, puisque les gens disent pouvoir voir à 360 degrés, se déplacer dans l'espace, aller voir ce qui se passe dans une pièce à côté. Et tout ça, si vous voulez, c'est scientifique parce que ça a été édité par des revues à comité de lecture comme The Lancet ou comme Nature. Oui, qui sont les revues les plus prestigieuses. C'est les revues les plus prestigieuses, c'est pas des revues ésotériques, mais avec ces résultats-là, on est incapable de franchir le pas pour dire aux gens, oui, il existe bien une forme de conscience lorsque le cerveau s'arrête, lorsque nous sommes en état de mort clinique. Et c'est quand même surprenant qu'on n'arrive pas à passer ce message-là. Pourquoi? Dans les cas que vous évoquez, la mort clinique, elle a eu quelle durée? Ça a duré combien de temps? Pendant combien de temps est-ce que le patient a été dans cet état? Il y a des états comateux qui ont duré des mois. Et vous avez des gens qui ont eu des expériences. Il y a eu le cas, par exemple, de cette femme qui a été opérée du cerveau. On a interrompu sa circulation cérébrale. On l'a opéré d'un anévrisme cérébral. On a fait baisser sa température corporelle très très bas. Son cerveau à 15,5 degrés. Ouais. Et plus d'activité électrique au niveau du cerveau, mesurable par le potentiel évoqué auditif ou l'électroencéphalogramme. Plus aucune activité, plus aucune façon d'avoir une conscience, et pourtant, à son réveil, cette patiente décrit toute l'intervention, les instruments qui ont été utilisés, que les chirurgiens ont mis dans son cerveau, la conversation qui a eu lieu entre le chirurgien et le cardiologue qui avait voulu assister à l'intervention. Alors, elle a entendu avec autre chose que ses oreilles, elle a vu avec autre chose que ses yeux, elle a eu une conscience avec autre chose que son cerveau. C'est peut-être ça la démarche la plus difficile à accepter. Ben vous oui, êtes en train de, parce que entre les lignes, voilà. Ça veut dire une forme de télépathie, une forme de communication sensorielle différente. Il suffit d'accepter ce principe, qui est évident maintenant qu'on a tous ces éléments-là, que la conscience n'est pas le fruit du cerveau, que la conscience n'est pas sécrétée par le cerveau, comme le foie sécrète la bile, tout simplement. Et alors, il est où le siège de la conscience ? Je pense qu'elle est à l'extérieur, et on arrivera à le prouver le jour, mais ça arrivera un jour. Je suis persuadé, si l'humanité est assez sage pour vivre autant de temps encore, mais d'ici quelques siècles, probablement... Si on ne se fait pas tous péter avec une bombe, vous voulez dire. Oui, voilà. On arrivera à greffer des cerveaux, ça arrivera un jour. Et on aura la surprise de voir que l'individu qui a un cerveau greffé n'est pas un individu nouveau. C'est-à-dire, il aura l'intégralité de sa conscience et de sa mémoire aussi. Et ça, on commence à le percevoir avec, si vous voulez, autre chose qui s'appelle la vision holographique de la conscience. Tout se passe comme si notre conscience était située à l'extérieur et qu'elle soit donc par un système qu'on ignore encore, mais qui serait comme un faisceau laser qui va percuter un neurone et qui va donc donner l'intégralité de l'image et de la conscience sur n'importe quelle parcelle de neurones, eh bien voilà comment peut être conçue la conscience actuellement. Docteur Charbonnier, je vous remercie beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Donc je voudrais dire que Sonia Barkala va donner un film qui s'appelle donc Faux départ et qui va rassembler tout ça, et c'est un film qui va faire un petit peu le résumé, la synthèse de toute la connaissance scientifique sur le sujet. Merci docteur. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les preuves scientifiques d'une vie après la vie, aux éditions Exergue, livre que vous pourrez gagner à la fin de l'émission. Je vous renvoie, si vous avez des questions, à notre site web france3.fr et vous cliquez sur Sud. C'est le printemps, le moment où la nature est pleine de vie. Voyons ce que ça donne dans le tout petit jardin de Sophie, à peine 1 mètre carré ce matin, les plantes carpètes.